Bienvenue dans cet épisode où nous plongeons au cœur d'une question fascinante, la conscience extraneuronale. Alors que la science a traditionnellement défini la conscience comme étant ancrée dans notre cerveau, nous vous invitons à explorer une approche audacieuse. Et si la conscience allait au-delà du cerveau? Si une partie de ce que nous percevons, ressentons et comprenons dépassait les limites du neuronal pour s'étendre dans un champ encore méconnu? Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le docteur Philippe Pincallet, neurochirurgien et expert en neurosciences. Ensemble, nous allons définir la conscience extraneuronale, son rôle au sein d'une organisation, sa place dans la santé de chacun et ses dimensions philosophiques et spirituelles. Alors bonjour Philippe Pincallet, rebonjour puisqu'on a déjà tourné un épisode ensemble. Merci de revenir faire l'exercice avec nous. Avec plaisir. Vous êtes neurochirurgien à Paris, ancien interne et assistant des hôpitaux de Paris, docteur en neurosciences et vous exercez en parallèle une activité de formation en hypnothérapie et neurosciences appliquées. Vous vous intéressez en particulier aux techniques psychocorporelles qui vous apportent un éclairage différent et complémentaire dans la compréhension, la prévention et la prise en charge des risques psychosociaux et somatisation. Votre approche intègre également une réflexion sur les liens entre conscience physique contemporaine et grande tradition philosophique, offrant une perspective élargie sur les mécanismes de la guérison et l'équilibre intérieur. Donc on disait merci beaucoup d'être revenu, de nous faire ce grand cadeau. Donc forcément on va pas, pour nos auditeurs, on va pas repartir sur nos questions traditionnelles du podcast pour pas que ça soit trop redondant. On se souvient de vos réponses et n'hésitez pas justement à aller écouter les différentes réponses des épisodes précédents. Mais pour commencer et pour rentrer dans le sujet du jour, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la conscience extraneuronale et en quoi elle diffère de la conscience telle qu'entendue traditionnellement? Par définition, donc, on peut considérer, en appliquant le terme de conscience extraneuronale, qu'il y a une conscience en dehors du cerveau. Et ça, c'est une notion qui a été amenée dans le champ de la médecine, surtout. Alors, les neurosciences s'en approchent un peu avec méfiance quand même, essentiellement par les expériences de mort imminente, qui sont en fait des morts transitoires, qui sont expérimentées en beaucoup plus grande fréquence que ce qu'on peut imaginer, puisque aux États-Unis, ça a été chiffré à hauteur de 2,5% de la population par an. C'est-à-dire des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis, ils sont 380 millions, parce qu'ils ont dans leur dossier, ils ont pu attraper des datas comme ça, puisqu'ils ont une case dans les dossiers médicaux informatisés, où justement on leur demande s'ils ont eu des expériences, l'impression de sortir de son corps, ou de rencontrer des présences un peu bizarres, vous voyez, des choses comme ça. Ou alors ils ont eu un épisode de dissociation ou en dehors de la psychiatrie, qui laisse augurer qu'il s'agissait à un moment ou à un autre d'une expérience de mort imminente lors d'une intervention chirurgicale, par exemple, ou des états de conscience modifiés en dehors de prise de drogue et d'hypnose ou de choses comme ça. Donc, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Il y a une étude très intéressante qui a été publiée, je crois que c'est en 2001, dans un gros journal de sciences, de médecine qui s'appelle Lancet, d'un cardiologue hollandais qui s'appelle Pim van Lommel. L'essentiel des gens qui ont qui vivent une expérience de mort imminente, c'est médicalement une pathologie cardiovasculaire. Ce sont des arrêts cardiaques. Donc c'est les cardiologues qui sont amenés à voir ce genre de cas médicaux. Et il a un esprit assez ouvert et il a été très très intrigué par le fait qu'en réanimation, donc, le patient avait donc fait son arrêt cardiaque et il était, pour la plupart des patients qu'il a publiés dans son étude, je crois qu'il y en avait quelque chose comme 80, son étude personnelle, et il a fait après ce qu'on appelle une étude multicentrique, c'est-à-dire qu'il a colligé
tout un tas de cas en Europe, peut-être aux États-Unis, je ne sais plus, pour arriver à la somme d'à peu près 350 cas ou 320 cas, quelque chose comme ça, d'expériences de mort imminente documentées. Documentées en quoi? C'est-à-dire un arrêt cardiaque, donc ça, jusque-là, ok, quand on est en cardiologie, mais surtout un électroencéphalogramme plat pendant plus de 3 minutes, qui définit quand même la mort légalement, pour des personnes qui ont pu revenir parce qu'ils ont été récupérés en réanimation. On appelle ça ressusciter, mais c'est un terme anglais. La ressuscitation, en fait, cardio-respiratoire, c'est un terme de réanimation, il n'y a pas du tout de connotation religieuse, mais quand même le terme est intéressant. Et donc le cœur est reparti, le cerveau à nouveau a été irrigué, et les patients sont revenus à eux, sont sortis de l'état et ont décrit pendant, on savait, puisque c'était enregistré, c'était documenté médicalement, scientifiquement, c'est expérimentalement. On a enregistré un électroencéphalogramme plat alors qu'ils ont témoigné d'états de conscience qui étaient extraordinaires, puisqu'ils ont, alors c'est assez varié, mais rencontré des êtres de lumière, vécu des expériences qu'ils décrivent comme absolument au-delà de toute possibilité de verbalisation, tellement c'était beau, c'était puissant, et on est dans quelque chose que les gens ne peuvent pas inventer manifestement, puisque dans beaucoup de traditions aussi, traditions philosophiques, médicales, très anciennes, ces témoignages médicaux actuels, contemporains, ils décrivent à peu près tous les mêmes thèmes qui reviennent en fait, avec une notion d'absence de temps. Ils ont l'impression d'avoir vécu, c'est difficile, mais ça aurait pu être des mois, voire des années, alors qu'en fait, chronométriquement, pour certains, c'était 15 minutes. Vous voyez, c'est donc quand même très intéressant de voir des gens qui ont tous les patients relataient les mêmes types de faits. Enfin, il y avait une cohérence. Pas exactement, mais c'est quand même, y compris dans les traditions, où les gens qui ont les chamans, oui. Les gens qui ont accès directement par l'intuition, par un travail spécifique d'accès à ces plans de conscience, c'est pas comme ça, décrivent la même chose. Ou les gens qui, en état d'hypnose, par exemple, régressent dans ce qu'on pourrait appeler des vies antérieures, en tout cas alors, il y a les vies antérieures, et puis il y a l'entre-deux-vies, c'est-à-dire qu'ils revivent des morts, en tout cas, c'est une mémoire. Je réfère aux travaux, il y en a beaucoup, des travaux de psychiatres, c'est pour ça que je reste factuel, médical, qui ont publié ça. Je pense qu'à Michael Newton, par exemple, qui a fait toute sa carrière sur les régressions dans les vies antérieures ou dans l'entre-deux-vies, justement. Et tous les gens, systématiquement, décrivent les mêmes, pour ceux pour lesquels la mémoire les a amenés dans cette période-là du cheminement de l'âme. Par exemple, pour la décorporation, le fait de voir son corps en vision de drone, en fait. Et puis après, ils sont absorbés par un ovale de lumière qui revient toujours, qui est décrit dans toutes les traditions, et puis accueilli par les guides, etc. Donc il y a des gens qui ont vécu ça, alors qu'ils étaient absolument athées avant. C'était ma question, justement. Et pour certains, je pense à Ned Dougherty, par exemple, Voie express pour le paradis. C'était vraiment un bad boy californien, souteneur, dealer de drogue et comment dirais-je, tenancier de boîte de nuit. Donc un jour, il s'était mis de la cocaïne dans le nez, enfin vous voyez un peu le topo, pas vraiment spirituel en fait. Il arrive, il commence à se battre avec un de ses associés qui a essayé de lui faire un coup foireux. Et pour vous dire le contexte, il fait un arrêt cardiaque. Il tombe sur le capot de sa Jeep, comme ça. Et là, d'un seul coup, il y a une révélation. Enfin, il part, il fait une expérience de mort imminente. Il est récupéré par le SAMU. Et là, il va témoigner. Et toute sa vie, depuis, il a complètement basculé. Il a vu des choses extrêmement puissantes qui ont fait que sa vie a complètement changé. Et c'est à peu près la même chose pour la plupart des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, je dirais un peu construites, pas juste j'ai vu un peu la lumière, etc. Même ça, d'ailleurs, suffit souvent à les marquer, tellement c'est puissant, encore une fois, que ça n'a rien à voir avec l'état de conscience ordinaire qu'on peut avoir sur Terre. Donc pour des gens qui ont un électroencéphalogramme plat, c'est même pas des états modifiés, enfin oui, ce sont des états modifiés de conscience, mais ce sont des états d'hyperconscience. Les aveugles de naissance voient.
Ce qui est quand même, qui dépasse complètement l'entendement et le fait de voir qu'on est, de savoir qu'on est bridé d'une certaine manière par nos sens. On capte la réalité dans la réalité ordinaire uniquement par nos 5 sens. Bon, il y en a un 6e avec la proprioception, mais voilà, on dit quand on a un 6e sens, c'est l'intuition. C'est quelque chose qui est non matériel. Donc, les aveugles de naissance voient. C'est quand même assez extraordinaire. Mais quand vous dites les aveugles de naissance voient, c'est-à-dire ? Eh ben, en état de modifier de conscience, quand ils vivent ces états-là... Ils voient les couleurs, les formes, tout. Ils voient, ils se promènent, ils décrivent des choses qu'ils n'ont jamais vues dans cette vie-là, en tout cas, puisque leur rétine n'a jamais accueilli la moindre photo, la moindre image. Donc... Il est parti de cette constatation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il en a fait une publication dans un journal donc extrêmement prestigieux. Donc il a fallu montrer des preuves scientifiques à ce monde matérialiste. Et c'est très bien que les neurosciences le soient, hein, mais il faut savoir que c'est matérialiste. Pour défendre un propos qui était factuel quand même, c'est-à-dire voilà, un état d'hyperconscience alors que l'électroencéphalogramme est plat, encore une fois. Donc il est où le cerveau ? Il est où la conscience ? Tu vois avec quoi quand ton cerveau est plat et que tu vois des trucs ? Et si le cerveau est une bonne plat, question. Si le cerveau est pc'est que le cœur est plat et que toutes les autres fonctions physiologiques, elles sont entre deux. Ouais. C'est pour ça que c'est mort imminente, c'est surtout mort transitoire. C'est-à-dire que voilà, et bien sûr, c'est le passage entre les deux mondes, quoi. Et à ce moment-là, hop, ils reviennent pour pouvoir témoigner, bien évidemment. Et là-dessus, donc il fait un article et il a continué à colliger d'autres cas après pour alimenter sa réflexion, son travail. Et il en a fait un bouquin qui est sorti quelques années plus tard, qui s'appelle en français Mort ou pas ? Point d'interrogation. Pim van Lommel. Vous pouvez regarder, c'est vraiment tout à fait intéressant. Et il cite dans la tradition philosophique, la philosophie spirituelle, le cas de R, le pamphilien, qui est décrit dans la République de Platon. Platon, c'est quand même 5 siècles avant notre ère, à peu près, grosso modo. Donc il n'y a pas de diagramme fonctionnel à ce moment-là. Et le mythe de R, le pamphilien, c'est un guerrier mort au combat. Et on voit son corps là, qui est posé en décomposition, plus ou moins sur le champ de bataille, avec d'autres cadavres. Et les dieux lui redonnent la vie, en lui disant tu vas voir là-haut ce qui se passe, et après tu vas venir témoigner aux humains de ce qui se passe de l'autre côté. Et il raconte, 5 siècles avant notre ère, ce que les expérienceurs actuels, contemporains, racontent exactement. L'arrivée dans l'ovale de lumière, les guides, les différents plans de conscience et un certain nombre de choses. Alors, hasard, difficile quand il y a un faisceau de preuves comme ça, de dire que c'est du hasard. Donc, voilà, ça soulève un débat neuroscientifique d'abord, où les gens gens qui sont intéressés à ça. Il y a une grosse polémique quand même, parce que c'est quand même un résultat assez disruptif. Et il y a tous les gens qui ont essayé de contrer cette théorie ont décrit je vous passe les détails, je les ai plus en tête précisément, mais qu'il y avait des phénomènes de nécrose de certains neurones qui, avant de mourir, en fait, déchargeaient en fait, des espèces de choses qui donnaient comme des hallucinations. On a parlé d'épilepsie temporale qui peut donner justement des choses un peu psychédéliques, on va dire. Le problème, c'est que dans l'épilepsie, une des signatures de l'épilepsie, c'est que l'électroencéphalogramme montre des signes d'épilepsie. Et là, il est plat. Donc, ça, c'est effectivement très difficile à accepter pour un esprit cartésien, matérialiste, mais c'est encore plus difficile à réfuter. Ça me fait penser à une expérience, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais où il y avait une patiente qui avait été opérée du cerveau et elle avait raconté de façon très détaillée comment s'était passée sa chirurgie en détaillant les outils qu'avait pris le neurochirurgien pour l'opérer, etc., etc.
Et je crois que c'était dans la Harvard Business Review que j'avais vu ça. Et ça m'avait quand même frappée parce qu'elle pouvait décrire comment les gens étaient habillés, qui y avait dans la salle, etc., etc. Donc c'était un niveau de conscience extraneuronale et en plus sur un long temps quand même, parce qu'une chirurgie comme ça, je pense que ça dure des heures. Extraneuronal, on ne peut pas trop savoir parce que peut-être que son cerveau n'était pas à plat. C'est ça qui... Oui. Mais... Ça vous est jamais arrivé, ça ? Alors, ça m'est arrivé en réanimation. Ça m'est arrivé en réanimation il y a longtemps, à la Salpêtrière, justement, où j'avais reçu en garde un monsieur donc, qui est resté en réanimation, dans mon souvenir, bien 3 semaines, pour un hématome cérébral. Voilà. Et il a décrit, alors qu'il était dans un coma profond, un coma thérapeutique, enfin déjà lié à sa pathologie initiale, et puis la réanimation était là justement pour reposer au maximum le cerveau, enfin voilà. Et donc c'est une anesthésie extrêmement profonde. Et il m'a décrit à la visite, en fait, quand je voyais son épouse qui venait le voir, je discutais avec elle, donc il s'est rappelé, en fait, enfin il me disait, mais je vous voyais du haut, en fait. Et il m'a dit ça des semaines après, je l'ai revu en consultation, c'est un monsieur qui était chauffeur de taxi, et que j'ai suivi en consultation après, et pour lui, c'était pas quelque chose qui était spécial, il m'a dit, ouais, c'était un peu comme dans un rêve, etc., et il était capable, il se rappelait des infirmières, des aides-soignants qui s'occupaient de lui pour la toilette, etc., la visite des collègues réanimateurs, etc., donc voilà, c'est une expérience de sortie de corps, mais son EEG n'était pas plat. Donc on pourrait dire que peut-être qu'il avait une perception extrasensorielle, mais voilà ce qu'on peut dire. Donc ce sont ces mystères-là de la conscience qu'il est intéressant d'étudier et de voir qu'est-ce que ça peut impliquer, parce que justement, si la conscience n'est pas dans le cerveau ou dans certains cas... rappelez-vous, les mathématiques en 4e, on disait qu'on faisait des démonstrations en géométrie et que pour montrer qu'une proposition était fausse, un contre-exemple suffisait. Rappelez de ça ? Tout à fait. Ah, ça, c'était le truc du gars qui a envie de gagner du temps, en fait. Eh ben, on est complètement là-dedans. Voilà, on a un contre-exemple. Un contre-exemple suffit. Et des années après, je me suis dit, ah ben tiens, ça... On peut le ressortir, en fait, et ça sert... C'est vrai, un contre-exemple suffit. Comment tu peux avoir un état d'hyperconscience alors que ton EEG est plat ? Je pose la question, hein, j'ai pas du tout la réponse, mais ça m'interpelle. Et je veux pas daigner être dans le déni de cette notion, par contre. Parce que ça fait écho à pas mal d'une vision plus large, en fait. Sur les expériences de mort imminente, historiquement, on a parlé de Platon, mais plus récemment, il y a Jung, Carl Gustav Jung, en 1944, il était cardiaque, en fait. Il a fait plusieurs infarctus, il a fini par mourir, d'ailleurs, plusieurs années après. Mais en 1944, il fait une attaque cardiaque, justement, et il fait une expérience de mort imminente, qu'il a décrit dans Ma vie. Il est satellisé, en fait, et il décrit un voyage dans la stratosphère, ou c'est un équivalent de... Exactement, ça ressemble énormément à ce que pourrait voir la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Vous voyez, il planait au-dessus, comme ça. Et il a décrit, c'était son expérience de mort imminente. C'est lui qui le dit, c'est lui qui l'écrit. Et il dit, depuis cette période, tous les ouvrages importants que j'ai écrits dans ma vie ont daté de sont partis de cette date-là, 1944. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en... Enfin, on sait peut-être pas, je sais pas, je pose quand même la question, mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vivent ça et d'autres qui vivent pas ça ? Je peux pas savoir. Je pose quand même la question, c'est jamais... Oui, c'est vrai. Non, je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, c'est comme les régressions... Il n'y a pas de point commun entre ces personnes ? Pas à ma connaissance, non. Parce que ça peut être des gens qui n'ont aucune ouverture spirituelle au départ, et qui, comme je vous parlais de Ned Dougherty tout à l'heure, qui n'était quand même pas spécialement branché sur ces thématiques, et qui, d'un seul coup, ont vraiment, pour eux, c'est des révélations.
Les gens n'ont plus peur de la mort. Ça, et oui, parce que c'est tellement bien là-bas, ils ne veulent pas revenir, souvent. Donc ça pose des questions qu'on peut avoir aussi en clinique pour les explorations de mémoire dans les régressions dans le temps, avec les techniques d'hypnose. Bon, voilà, c'est pas un autre débat, parce que c'est un peu, on peut avoir le même type de réponse, mais tout ça va dans le même sens, de quelque chose de plus large, en fait, qu'on pourrait appeler la conscience. Mais la conscience, l'inconscient collectif aussi. Les gens vont aller dans des plans plus subtils, en fait. C'est une forme de voile. Et c'est intéressant de voir que, justement, il y a une activité de conscience indépendamment du corps, en fait. Du cerveau, du corps. Oui, voilà. C'est exactement ça que ça démontre. Voilà. Et alors, qu'en pense la communauté scientifique ? Alors, très divisée. Bien évidemment, très très divisé, parce que la médecine actuelle est quand même extrêmement matérialiste, et la neurologie n'échappe pas à ce concept-là. Voilà, il y a des gens qui ont essayé de le démonter, hein, comme je vous disais tout à l'heure, en disant que c'est épileptique, c'est toxique, c'est un peu le champ du cygne de quelques groupes neuronaux. Non, c'est pas ça. On peut se poser la question de ce que c'est, mais c'est pas ça, en tout cas. Est-ce que la difficulté résiderait pas aussi dans le fait, d'après ce que je comprends, vous disiez tout à l'heure que les données, on va dire chiffrées, viennent principalement des États-Unis, parce que eux, ils prennent dans leurs patients, ils ont cette petite case. Est-ce que, vu que je crois comprendre que systématiquement, je sais pas si c'est l'Europe, en tout cas en France en particulier, on fait en sorte de refaire les études systématiquement pour un peu avoir notre référentiel à nous. Est-ce que ce manque de données en Europe, peut-être, pourrait... Je pense que c'est un état d'esprit, puis je vois pas quelqu'un... Enfin, peut-être que ça se fait, mais qui irait étudier ça encore, refaire le même boulot que Pim van Lommel, en fait. Mais peut-être que ça, il faudrait regarder, mais il y a plusieurs psychiatres. Donc, je parlais de Michael Newton avec l'hypnose. Il y a Stevenson, ça doit être les années 70, c'est un vieux bouquin, 20 cas qui veulent démontrer la réincarnation, ou un truc comme ça. Trouvez ça j'ai lu. Il y a des cas. Alors lui a fait vraiment des études sur ces 20 cas. Il avait une équipe, ils sont allés voir les potentiels descendants, ils les ont suivis, etc. C'est un gros bouquin. C'est assez intéressant, justement, pour montrer que la vie, la mort n'est pas la fin de quelque chose, mais justement la poursuite d'un cycle. Et quand on dézoome, on a cette vision plus globale, on s'aperçoit que peut-être c'est un argument pour ce qu'on pourrait appeler la réincarnation, en tout cas des mémoires. Et là, je ne prends pas parti, en tout cas, je dis que ça ouvre le débat sur ces sujets. Oui, quand on ne sait pas, pourquoi pas, en fait, déjà. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on pourrait aller solliciter cette partie extraneuronale de façon volontaire ? Parce que finalement, tout ça, ce sont des cas involontaires. Est-ce que volontairement, un jour, on pourrait arriver à faire ça ? C'est pas un réservoir d'énergie, en fait. C'est juste le fait d'expliquer que, encore une fois, la conscience de quelques sujets qui ont eu donc, ces expériences de mort imminente était élargie, alors qu'on a mesuré en même temps l'arrêt du fonctionnement de leur cerveau, de l'organe cerveau. Donc ça ouvre, des perspectives très intéressantes sur le côté, l'existence. Il y a le monde matériel et puis le monde spirituel. Ça rejoint ce qu'on disait aussi sur les connaissances, la connaissance par apprentissage, par essai-erreur. C'est ce que fait la science. C'est le matérialisme. Et puis l'apprentissage par révélation, c'est ce qu'ont fait les grandes traditions ou certaines personnes contemporaines qui, eux, ont des connexions particulières que pas beaucoup de gens ont. Et ça a été donc soit ça a été révélé, soit l'apprentissage par essai-erreur, c'est-à-dire un empirisme. C'est ça l'empirisme, c'est de tester une hypothèse et puis de garder celle qui marche.
Et donc c'est intéressant de voir que c'est pas, il y a cette dimension transcendante. Ça met en lumière ça en fait. Ça ouvre la porte à une réflexion sur quelque chose de transcendant à l'être humain. Donc toute la dimension de la spiritualité, ce qui est juste quand même énorme. Mais du coup, ça veut dire que ces personnes-là ont développé une nouvelle capacité, en quelque sorte? Alors, dans les témoignages, ils sont pas revenus en étant guérisseurs et en faisant de la position des mains et des choses comme ça. Ouais, non, je pensais pas à ça, mais peut-être une lucidité plus forte ou une sensibilité exacerbée. Complètement. Il a écrit un bouquin, c'est un neurochirurgien d'ailleurs, qui lui-même a eu une maladie, une méningite dont extrêmement rare, dont quasiment 90% des gens meurent, mais lui, il en est sorti. Il s'appelle Eben Alexander. Il a écrit un petit bouquin très, très intéressant. Là, lui, pareil, il était hyper cartésien, un neurochirurgien américain, qui un jour s'est senti pas bien, il s'est retrouvé en réa, on a dit à sa femme que c'était terminé, quasiment, qu'il avait aucune chance de s'en sortir. Petit à petit, il est revenu, en fait, après plusieurs semaines, je crois, de réanimation, de coma, et il a décrit ce qu'il a vu. Et là, depuis, je crois que ça a été, voilà, le retour parmi ses semblables n'a pas toujours été... vous voyez, quand on va rapporter ce type de témoignage, ce type d'expérience, ça peut secouer un peu, en fait. On peut facilement passer pour un illuminé ou des choses comme ça. Moi, je ne prends pas parti, encore une fois, je lis juste le témoignage de gens qui ont vécu ça. Et je trouve difficile qu'ils aient, inventé, et que à des milliers et des milliers de kilomètres de distance, et surtout à des dizaines d'années d'écart, qui racontent la même chose. Le réflexe, moi le premier, et encore maintenant, c'est justement de vouloir fonctionner dans un plan matériel. On est dans un plan matériel ici, je dirais, à l'horizontale, et c'est très bien, mais dès qu'on va dans la verticalité, dans quelque chose de moins matériel, on perd des repères. Il n'y a plus d'espace. C'est en ça que la physique quantique modélise beaucoup mieux ces états de conscience modifiés que la physique newtonienne, avec la séparation sujet-objet. Et pareil, la physique quantique aussi a amené des choses qui ont bousculé pas mal de monde. Le premier, c'était Einstein, quand même, qui était bousculé par la physique quantique. Il ne supportait pas qu'il puisse y avoir deux particules au même endroit, en fait, avec une... Et est-ce que pour nos éditeurs, vous pourriez rappeler très synthétiquement ce que c'est que la physique quantique? La physique quantique, c'est la physique du microscopique, des quantas, et qui a une dynamique, une modélisation complètement différente de la physique newtonienne. Donc c'est en dessous de l'atome. Oui, c'est ça, mais on peut retrouver à une plus grande échelle aussi ce genre de principe. Alors, il n'y a pas encore pour l'instant, à ce jour, de fusion, même s'il y a des tentatives entre la physique newtonienne et la physique quantique. Mais la physique quantique, c'est par exemple le fait que, ce qui est d'ailleurs très dérangeant pour un esprit cartésien, c'est que l'expérimentateur influence l'expérience. Alors que normalement, la science objective, ça doit être indépendant de l'expérimentateur. Et d'ailleurs, pour valider certains papiers, que ce soit de la physique, de la biologie même, de la génétique, etc., les gens refont la même expérience avec les matériels et méthodes qui est décrit dans l'article. Et s'ils trouvent les mêmes résultats, ils disent « Ah oui, c'est vrai ». Alors que là, l'expérimentateur influence l'expérience. Et ça bouleverse encore maintenant énormément de choses. C'est pour ça que voilà, ces expériences de mort imminente sont aussi intéressantes. La notion de non-localité, les gens disent qu'ils sont partout en fait, en même temps. Le temps n'existe pas. Le temps est une notion linéaire, terrestre, pédagogique aussi, pour justement arriver à dérouler le film petit à petit pour qu'on puisse travailler dessus. Alors que là, tout est en même temps en fait. Et la notion d'éternité, moi j'ai eu du mal à comprendre cette notion d'éternité quand je lisais ces témoignages-là. Et j'ai compris ça quand quelqu'un a dit, je ne sais plus, c'était le dialogue avec un des guides, quelqu'un a dit, en fait, l'éternité, pour moi, l'éternité, c'était un temps infini, mais c'était un temps quand même. Et l'éternité, c'est le temps n'existe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, c'est même pas une notion que... Donc,
voilà, ceux qui sont allés dans l'au-delà et qui ont ramené justement des témoignages peuvent, dans certains cas, décrire ce genre de choses. J'étais partout à la fois. Donc les phénomènes de non-localité, du temps qui n'existe pas. Est-ce que ça serait pour ça, alors je vais tirer le film, mais est-ce que ça serait pour ça qu'on finit par avoir ce défaut d'être humain, de vouloir accélérer et être partout en même temps? Parce que dans notre monde où tout s'accélère, est-ce que c'est parce qu'à la base, on provient de la physique quantique et du coup... Non, je crois pas. J'ai fumé la moquette. Je crois que c'est plus le striatum, notre ami le striatum et la dopamine qui envoient des petites pulsations et qui excitent pas mal de circuits neurologiques. Ouais. Et on parle souvent, alors on a bien compris que pour parler d'extraneuronal, normalement on est censé avoir un encéphalogramme plat, etc. Néanmoins, on parle souvent d'états de conscience modifiés avec la méditation, l'hypnose, etc. Est-ce que il y a un lien qui peut exister entre ces pratiques-là et l'accès à la forme de conscience extraneuronale? Alors oui, il y a un lien, mais ce que je veux dire, c'est que la conscience extraneurale, c'est pas forcément un EEG plat. Hein. C'était pour l'expérience de mort imminente, peut-être. Oui, c'est ça, mais c'est que ça a été documenté comme ça. Très bien. Et c'est pour ça que ça a été publié dans un journal de sciences. Et de très bon niveau, parce que justement, il avait documenté le EEG plat, mais la plupart des gens qui le font, on ne mesure pas leur électroencéphalogramme. Voilà. Et puis certains, c'est une mort définitive, par contre. Et c'est quelques cas qui ont pu faire... Il y avait un pied dans l'au-delà et qui sont revenus et qui peuvent en témoigner. Parce que certains font ça, mais voilà, il n'y a pas de... Donc, c'est pour juste repréciser ça. Oui, alors, c'est les états modifiés de conscience. Ça peut être la conscience holotropique, par exemple, dans les techniques de breathwork ou vous savez, connaissez Stan Grof, hein, la psychologie transpersonnelle et les techniques de respiration holotropique. Il y a certaines techniques d'hypnose, il y a plusieurs techniques d'hypnose et plusieurs protocoles d'hypnose pour travailler sur la mémoire. Et des gens ont pu aller connecter des mémoires très anciennes, au-delà de leur biographie. Pareil. Je vais citer quelques livres. Michael Newton, donc Souvenirs de l'au-delà. Michael Newton, je peux en parler de Bien secondes. sûr. Un psychiatre américain, devait être un petit peu après la guerre. Il est décédé maintenant, mais il n'y a pas très longtemps. Il fait toute sa carrière, donc faculté de médecine, psychiatre. Il s'installe vers la trentaine et il prend comme spécialité thérapeutique, il aurait pu prendre la psychanalyse, mais il prend l'hypnose. Donc il exerce, il fait ses séances d'hypnothérapie. Et puis il s'aperçoit qu'il y a des gens qui rapportent des souvenirs qui trouvent un peu bizarres, des choses qui sont situées il y a très très longtemps. Vous voyez, Marie-Antoinette, on est aux États-Unis, hein, il parle de Marie-Antoinette, la cour de Versailles, etc. Donc bon, il est étonné. Et puis à l'époque, il y avait beaucoup ce qu'on appelle le syndrome des faux souvenirs. Vous voyez, pour aussi les témoignages d'enfants qui, en fonction des abus, et qui, une fois comment dirais-je, le côté malléable et labile, instable de la mémoire, avec la possibilité de générer des faux souvenirs. Donc on disait, voilà, les gens vous racontent ça, c'est des histoires, ça n'existe pas, c'est un syndrome des faux souvenirs. Lui, absolument persuadé de ça, et il a eu cette démarche, et il l'explique dans sa préface, hein, il a eu cette démarche scientifique, il s'est dit, ok, c'est des faux souvenirs, je vais pousser le questionnement plus loin pour savoir jusqu'à où ça me mène, en fait. Comme ça, je m'apercevrai qu'en fait, ils vont se prendre les pieds dans le tapis et puis s'apercevoir que c'est des histoires inventées ou qui sont sorties comme ça. Et en fait, non. Il a eu donc une vraie démarche scientifique de se dire, a priori, c'est pas l'hypothèse que je favorise, mais je vais aller plus loin, je m'interdis rien, et puis il s'est aperçu qu'en fait, c'était effectivement des choses qui étaient ce qu'on peut appeler des régressions dans des vies antérieures, ou des mémoires en tout cas. Pareil, je n'interprète pas, mais je suis intéressé, très intéressé. C'est quand même il a consacré toute sa carrière, il a écrit plusieurs bouquins là-dessus. Celui-là, c'est une casuistique de 10 000 patients.
Et c'est des séances qui duraient... Dans ses 30 ans de carrière, il a fait toute sa carrière là-dessus après. Il était 10 000, spécialisé. c'est quand même représentatif. Ouais, 10 000 patients, c'est quand 10 même 000 représentatif. patients, et en pas... plus, c'est des séances, parfois, il disait que ça durait 3 à 4 heures. Parce qu'il y a des techniques, c'est des techniques d'hypnose parfois assez profondes. Et donc, les gens en hypnose, et surtout en hypnose profonde, ils n'ont pas envie de parler. Ou quand ils parlent, on ne comprend rien. Ou alors, c'est un peu, ils marmonnent, donc il fallait... donc c'est sa femme qui lui servait de secrétaire, etc. Donc c'était à l'époque de scribe. Mais enfin, je veux dire, c'est un vrai travail de journaliste, de scientifique, médecin, qui explore, qui va jusqu'au bout, et ça l'a absolument fasciné. Et le résultat est fascinant. Et dans, par exemple, Souvenir de l'au-delà, il classe justement des cas les plus emblématiques, avec les dialogues entre le thérapeute et le patient. Il raconte quand même l'histoire clinique globalement, le motif de consultation, et il classe, le bouquin est structuré de chapitre par chapitre, du départ de l'âme, donc du corps, la décorporation, le jour où notre corps physique meurt, l'arrivée dans l'ovale de lumière, qui est décrit dans toutes les traditions. On parlait tout à l'heure de R le pamphilien, ou de... Bon, c'est comme ça. Le taoïsme dit ça, l'Ayurveda dit ça, les textes sacrés, bon. Et après, il y a le deuxième chapitre, il y a plusieurs phases, je ne vais pas vous raconter tout le bouquin, mais vous verrez, c'est vraiment, vraiment intéressant, parce que ceux qui ont régressé dans cette partie de l'entre-deux-vie, de l'entre-deux-vie terrestre, et il les a classés il raconte par séquence, en fait, par étape de l'entre-deux-vie. Donc du départ du corps, puis le deuxième chapitre, c'est des sortes de cliniques de réadaptation, en fait, où on va se restaurer et être soigné, en quelque sorte, de tout ce qui nous est arrivé sur Terre, après des étapes essentiellement pédagogiques, où on vit dans différents plans de conscience. Enfin, voilà. Il y a une hiérarchie, en plus, là-dessus, parce qu'il interroge, il veut savoir si les guides, avec les auras, il y a des codes couleurs. C'est très, très intéressant, très fin, très objectif, très humble. Ça, c'est l'humilité, c'est une qualité qui est importante, surtout en sciences. Et après, le dernier, pour moi, quelque chose qui est assez saisissant, le choix d'une nouvelle incarnation, parce qu'à un moment, il faut se réincarner. Il dit, mais si vous aviez voulu ne pas vous réincarner, qu'est-ce qui serait passé? Les guides, ils nous mettent la pression. Il n'a pas dit ça comme ça, mais on est quand même pas mal poussé vers le faire, quoi, parce que c'est bon pour notre évolution. Donc à un moment, et bon, je vous décris pas tout, mais voilà, c'est le témoignage de dizaines de patients vus en consultation pendant des années et des années, notés de manière tout à fait objective, qui sont colligés dans une trame logique, chronologique, de l'entre-deux-vie. Michael Newton, Souvenir de l'au-delà. Et là, ouais, c'est quelque chose d'extrêmement puissant comme témoignage. Je trouve d'extrêmement rigoureux et de très objectif, parce que c'est surtout ces patients qui parlent. Alors bien sûr, il met tout ça il explique ce qu'il a cherché. Il y a un vrai travail de curiosité, de chercheur. Pour moi, c'est une démarche scientifique absolument remarquable sur un sujet absolument passionnant. Oui, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Reddit, tout le monde ne pouvait pas se mettre d'accord sur le forum, on va dire ça. Donc c'est assez troublant. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, il a réussi chez certaines personnes à la faire régresser dans plusieurs vies, pour s'apercevoir qu'il y avait des dossiers karmiques, ce qu'il appelle le mandat d'incarnation. D'ailleurs, c'est dans les textes sanscrits, c'est dit comme ça, je crois que le terme est employé comme ça. Mandat d'incarnation, en gros, c'est notre to-do list. Sur Terre, quand on arrive sur Terre, qu'on choisit avec les guides, justement, CF dernier chapitre. Et voilà, c'est la réincarnation en plusieurs étapes. Une des premières incarnations, le temps des Vikings, en un monstre de muscles et de barbarie qui fait 2 mètres et dont le plaisir est de découper ses victimes à l'épée. Et quelques incarnations plus tard, une jeune fille de 12 ans, la même âme, là, qui fait l'expérience du corps, donc c'est l'esprit qui fait l'expérience de la matière, en fait. C'est ça, l'incarnation. On a à dealer avec ça, qu'on en soit conscient ou pas. Et elle fait l'expérience, donc, elle est dans la conquête de l'Ouest. À l'âge de 12 ans, elle se fait rouler sur les jambes par une diligence. Donc, elle a les jambes sectionnées, quasiment, et toute sa vie, elle restera en fauteuil roulant. Donc, elle s'est jamais mariée, etc. Et puis, elle a
Elle était institutrice et elle faisait de l'alphabétisation aux États-Unis pour les jeunes adultes ou les enfants, etc., un peu en bénévolat, etc. Et Michael Newton lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas choisi quand même une incarnation un peu plus fun? Enfin, il dit pas ça comme ça, mais vous voyez, il dit, non, je voulais expérimenter en fait les deux aspects, les deux extrêmes du corps en fait. Le corps hyper puissant et qui se lâchait en fait, et le corps fragile, mais qui, malgré tout, sans corps, a réussi à avoir une démarche éminemment altruiste, en l'occurrence là, de bénévolat et d'enseignement pour la lecture. Donc quelque chose qui, socialement, était peut-être pas forcément brillant, mais qui a fait briller son âme et qui faisait partie de son évolution spirituelle. C'est magistral, franchement, vraiment, c'est... Et donc, pour revenir sur notre conscience extraneuronale et les états modifiés de conscience, oui, ça va tout à fait dans le sens de se dire qu'il y a des plans subtils, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, puisque nos sens sont relativement limités, beaucoup trop limités, et il y a plein de fréquences qui nous échappent, il y a plein de mondes et de choses comme ça, et c'est pas parce qu'on ne voit pas, ça s'appelle la politique de l'autruche, hein, c'est la tête dans le sable, vous voyez, c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas, et il y a quand même des gens qui sont allés de l'autre côté pour aller voir, je vous dis, Pim van Lommel, Michael Newton, Stevenson et d'autres encore. Je pense à Raymond Moody aussi sur la réincarnation. Voilà, il ne s'agit pas de l'imposer comme quelque chose comme ça, c'est juste un témoignage et je trouve ça intéressant de voir un peu le cerveau dans tous ses états, la conscience dans tous ses états. Et je crois qu'il existe plusieurs types d'hypnose. Quelle est l'hypnose qui est utilisée dans ces cas-là pour accéder à sa conscience extraneuronale? C'est des protocoles d'hypnose, en fait. Il y a plusieurs manières de le faire. Voilà, techniquement, c'est pas. Je peux vous dire un petit peu comment ça se passe, je trouve ça hyper intéressant, surtout que vous êtes formateur en hypnose. Donc Alors, techniquement, je parle. Donc, sont des séances quand même relativement longues. Où on va aller chercher à activer quand même des souvenirs sans mettre le moins possible comment dirais-je, de distorsion de la conscience ordinaire et laisser le plus spontanément possible émerger des images, peut-être des vidéos un peu comme des Reels sur Facebook, vous voyez, des petites séquences vidéo. Ouais. Des fois c'est des captures d'écran. Et surtout attraper une espèce de cadence comme ça pour arriver à les visualiser et à les donner les verbaliser, pardon, après les avoir visualisés, pour que l'opérateur, celui qui fait la séance d'hypnose, puisse diriger un petit peu la personne pour essayer d'avoir un certain nombre d'informations sur ces régressions-là. Alors ça c'est la technique, c'est bien la technique, mais après il y a les indications, et les indications et ça ouvre à mon avis un immense débat qui est encore plus important que l'existence enfin au moins aussi important que l'existence d'une conscience extraneuronale. C'est est-ce utile, est-ce juste, est-ce vrai? Est-ce utile? Ça, c'est la première vraie question. Est-ce que vous allez chercher si on croit aux vies antérieures et qu'on a un peu lu, expérimenté, y compris, je pense, quand je dis lu, c'est pas forcément des choses contemporaines, mais des traditions discutées avec des gens qui sont vraiment connectés et qui ont... Il y a à dire là-dessus, parce qu'on a fait des dizaines et des dizaines d'expériences de vie, en fait, dont la plupart sont plus intéressantes, en fait. Elles ont eu lieu. Voilà, et le fait d'aller trouver dans son passé, y compris le passé qui dépasse sa biographie, hein, donc dans ce qu'on appelle une vie antérieure, dans une mémoire, en tout cas, lointaine, des sources pour aller mieux maintenant, au final, c'est assez décevant. Moi, j'ai voulu... C'est assez décevant. On parle de pouvoir du moment présent, hein, de l'ici et maintenant. Et finalement, c'est maintenant qu'on peut agir sur quelque chose. Ce qui s'est déjà passé, en tout cas dans le côté linéaire du temps, ce qui est passé est passé.
Donc, du coup, il n'y a pas du tout cette notion d'engrammage cellulaire avec les vies antérieures. Parfois si, mais pas tant que ça. Et qu'est-ce qui fait que, justement, certaines personnes vont régresser et d'autres pas? Parce qu'il y a des gens qui viennent pour ça, ils disent, faites-moi une régression dans les vies antérieures. C'est pour ça que les questions un peu garde-fous avant de proposer la technique, parce que c'est pas juste je vais vous payer puis vous allez me faire régresser dans une vie antérieure. D'abord, ça marche pas comme ça. Puis en plus, c'est pas parce que vous allez me payer que je vais céder à vos caprices. Enfin, je veux dire, vous voulez faire ça pourquoi? Oui, il y a une éthique non, mais, derrière. Mais pour eux. Ouais. Oui, bien sûr, oui. En tant que thérapeute, pourquoi vous voulez y aller? Plus bouleversé après qu'avant. Alors, il y a ça, mais surtout, et j'en prends aussi pour moi parce que j'ai voulu faire ça, il y a clairement une notion de tourisme karmique. J'ai envie d'aller voir. Ah oui, la curiosité, évidemment, franchement, c'est clair. Et pourquoi pas? Bien sûr, et pourquoi pas? Mais il y a donc le fait d'aller voir juste comme ça, et le fait de trouver quelque chose de pertinent, qui va vraiment entraîner une modification de la vie de la personne actuellement. Je pense à des histoires médicales ou des choses comme ça. Non. Donc l'intérêt, il est principalement touristique, comme vous dites, la curiosité, quoi. Alors touristique, c'est négatif quand même, mais... Après, il y a des gens qui disent qu'ils communiquent avec l'au-delà. On parlait de ces consciences, ces espaces de conscience situés au-delà des sens, de l'autre côté du voile, ce qu'on pourrait appeler, qui communiquent avec des défunts, et pour eux, c'est ça, j'allais vous dire, c'est dans les relations, peut-être que c'est plus intéressant. C'est très bien. Enfin, moi, je fais pas ça. J'ai pas cette capacité, d'abord, on me l'a jamais demandé. Enfin, si, on me l'a demandé, mais je dis que je faisais pas ça. Mais il y a des gens qui font ça, et très bien. S'ils peuvent trouver un apaisement, un soulagement, vraiment, c'est intéressant. Mais trouver une cause d'une maladie, par exemple, qu'on aurait actuellement, je pense une maladie, parce que dans le domaine médical, mais ça peut être peut-être une autre problématique, et que la compréhension, parce qu'on est allé visiter cette mémoire très ancienne, nous fasse dire « Ah oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse », ça me paraît... ou alors, faudrait peut-être être comme Michael Newton, ne faire que ça et avoir tellement de cas que parmi ceux-là émergerait un peu comme les orpailleurs vont chercher les pépites, à avoir brassé des dizaines de kilos de sable, vont trouver quelques petites pépites possiblement, mais bon, moi, Donc, il se trouve, mais ça, c'est personnel, hein, c'est personnel, professionnel aussi pour ceux qui me demandent. J'attache maintenant beaucoup moins d'intérêt à ces explorations, même si c'est quelque chose qui m'a fasciné. J'ai pas du tout le niveau de Michael Newton, hein, certainement pas en termes de casuistique, ni même de finesse d'analyse et de technique d'hypnose pour faire ça. J'en ai fait quand même quelques-unes, mais globalement, au-delà de ça, trouver du sens par ces techniques-là, je pense qu'il y a d'autres manières de s'y prendre. C'est intéressant parce que justement, on parlait donc de réincarnation, du fait avoir la possibilité de choisir de se réincarner en l'opposé de qui on a été dans une vie antérieure. C'est ce qui est dit dans la tradition. Oui, tout à fait. Justement pour, vivre chacun des rôles, si je puis dire. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait envisager, et c'est souvent ce qu'on peut lire aussi de gens qui parlent de ces sujets-là, que on soit réincarné aujourd'hui en une personne X qui vit un schéma répétitif, par exemple, et ça pourrait s'entendre que de dire que voilà, si on va dans nos vies antérieures voir ce qui s'est passé, justement, vu qu'on a fait un choix pour faire une évolution, peut-être qu'il y a... Il y a la possibilité d'aller peut-être se connecter à des plans supérieurs de conscience pour demander directement la réponse ou essayer de... Oui, il peut y avoir certainement des choses karmiques qu'on traîne depuis longtemps et qu'on rejoue. La vision, je trouve, utile en thérapie de la spiritualité, c'est de considérer ce qui nous arrive comme à 100% pédagogique. 100%, hein, je ne dis pas 99,9%. Il n'y a aucune exception à cette règle. Comme pédagogique et non pas... Le monde est une salle de classe, hein, c'est pas une prison. Et ça change énormément dans la psychologie moderne. On retrouve ça avec le triangle de Karpman. Oui, bien sûr.
Quand on va sortir de cette dimension de sauveur ou victime, en l'occurrence, abandonner la dimension de victime, c'est quelque chose qui est très important. On parlait de l'éducation thérapeutique vendredi. C'est une des premières choses qu'il faut faire, à mon sens. Et pareil, j'en prends aussi pour moi, pour la vie quotidienne, pour se dire, non, tu es responsable. Responsable, c'est able to response. Capable de donner une réponse. C'est ça, en fait. C'est pas porter le poids du monde. Et ça change tout. Là, on est dans quelque chose d'actif, de proactif, et je parle pas de spiritualité, là, je parle juste d'une dynamique psychologique extrêmement brillante, qui est le triangle, enfin, c'est tous ces jeux psychologiques-là, qu'on joue plus ou moins consciemment, souvent très inconsciemment. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Il n'y a pas de fatalité de nos vies antérieures, et donc aujourd'hui, ça serait juste une résultante, en fait. C'est ça, oui, tout à fait, absolument. Il y a un certain... Ces choix sont pédagogiques, y compris dans les choses extrêmement dures. C'est en tout cas les leçons que nous donne, encore une fois, la tradition, certains textes qui ont été écrits par révélation, justement, et des témoignages de gens qui ont fait ces régressions, enfin qui ont fait soit ces régressions, soit ces expériences de mort imminente. Est-ce qu'il existe une conscience extraneuronale collective, un peu faisant parallèle un peu à l'intelligence collective, une espèce de conscience extraneuronale partagée? Oui, probablement, si on imagine que les plans de conscience que vont contacter les expérienceurs de mort imminente, donc, ou les gens qui régressent dans ces mémoires, ce qu'a rapporté R. le Pamphilien aux humains, finalement, dans le livre de Platon, cet espace non local, hein, pour employer un terme de physique quantique, ce qui est au-delà du voile, en fait, hein, c'est les plans supérieurs de conscience. Et ça veut dire que ça rejoint le concept d'égrégore, par exemple ? Alors, l'égrégore, c'est quand même une concentration d'un certain nombre d'idées ou de concepts. Je pense que c'est encore plus large que ça. C'est une énergie qui peut influencer quelque part aussi le matériel. C'est des plans de conscience qui sont différents, qui sont situés. On est dans le monde spirituel. C'est le monde des idées de Platon. Dans le livre 10, je crois, de La République, il y a l'allégorie de la caverne, où la réalité est présentée, qu'on vit est montrée comme une illusion, puisqu'on est des ombres projetées, en fait, et des marionnettes qui n'ont pas complètement leur libre arbitre, finalement. Et que le thérapeute, alors on va l'extrapoler au thérapeute, mais le philosophe en tout cas, doit amener le sujet progressivement à sortir de la caverne pour aller dans le monde des idées, ce monde non local ressemble tout à fait à ce que vivent les expérienceurs de mort imminente. Donc oui, pour répondre à votre question, je pense que oui, c'est quelque chose de collectif, c'est un lieu collectif. Mais du coup, est-ce que ça serait pas un moyen, si on arrivait à accéder à plusieurs, à cette partie extraneuronale, se regrouper, est-ce qu'on pourrait pas changer le monde positivement, finalement ? Oui, je pose des questions bizarres, je sais. Je ne sais pas. Je pense Comment que ça peut-on ouvre... sauver le monde ? Philippe, s'il vous plaît. C'est urgent, là. Oui, en s'ouvrant, en tout cas, en ne rejetant pas ces mondes subtils, qui sont, en tout cas, pour un médecin, qui sont des mondes de guérison. En tout cas, cette dimension spirituelle est vraiment intéressante. Je ne dis pas que c'était la seule, hein. Certainement pas. Bien sûr, on ne néglige certainement pas la guérison du corps par la chirurgie, par les médicaments, par la chimie, par la physiothérapie, mais que s'ouvrir à cette dimension-là ne ferait que gagner, on ferait que gagner en puissance thérapeutique et en compréhension, ne serait-ce que du monde. Vous parliez de performance, c'est vrai que c'est intéressant la performance. Mais si on me dit fondamentalement, si on me demande est-ce que tu voudrais être performant, ça m'intéresserait plus d'être heureux, par exemple. Et on touche du doigt quelque chose d'assez existentiel, en fait. Finalement, c'est une représentation plutôt globale du monde qui va faire que assez longtemps, quand je faisais de l'hypnose, j'en ai fait quelques-uns, mais sur les hypnoses pour régression, enfin de mémoire en tout cas, pour
à la demande de certains patients, j'ai travaillé en soins palliatifs, justement pour voir l'intensité, et les accompagner autant que possible avec mes mots et comment je pouvais les aider. Les gens qui sont en soins palliatifs, et c'est vraiment, ils sont au pied du mur, ils savent que pour la plupart, certains sont dans le déni, mais la plupart savent qu'à un moment ça va s'arrêter, et prochainement, ça peut être dans 1 heure ou dans 2 jours, mais globalement ça. Et on a, pour ceux en tout cas qui ont encore suffisamment de conscience et qui ne sont pas trop shootés par les médicaments, des choses que j'ai appris extrêmement riches sur le fonctionnement de l'être humain, qui moi, m'ont touché personnellement, et qui font que j'avais besoin aussi de réponses existentielles, que finalement, plus jeune, j'étais allé chercher avec mes énergies, donc assez martiennes, j'allais dire, avec la chirurgie du cerveau, parce que de la conscience, et que maintenant, avec plus vieux, aussi quand même un petit peu plus d'expérience, et quelques coups aussi, est allé chercher justement dans ces dimensions-là. Je pense que la guérison ultimement est spirituelle. Et ces mondes-là, justement, la peur de la mort, c'est quand même une des choses qu'on en soit conscient ou pas, est quand même une des problématiques de l'être humain. Je pense que le point d'inflexion, mon point d'inflexion, en tout cas, ça a été le moment où je ne voyais plus les années passer en me disant ça se rapproche de la fin, et j'ai vécu des choses très intéressantes, mais voilà, très, très sympa, mais maintenant c'est passé, c'est fini. Justement, où on se dit super, chaque année qui passe finalement me rapproche justement de ces espaces de liberté et de conscience pour continuer à finalement évoluer. Parce que si ça s'arrête là, moi je me sentirais pas grandi et poussé à me développer, justement, si c'est simplement on ferme. Éphémère, et voilà quoi. Ouais. Donc, pour moi, il y a quelque chose derrière, et quelque chose qui, d'après les gens qui y sont allés, est très bien. J'adore la vie terrestre, hein. C'est pas du tout quelque chose de dépressif comme propos, mais il y a eu un moment, alors j'y suis pas complètement, mais il y a un point d'inflexion où justement on arrête de regarder en arrière et on regarde en avant, sans chercher à accélérer le mouvement bien sûr, mais en se disant qu'il y a quelque chose après. Et ça, du point de vue existentiel, je trouve que c'est quelque chose d'assez puissant, et d'assez puissant à transmettre aux patients aussi. En tant que thérapeute, je pense qu'on a ce devoir, on doit mettre cette exigence à ce niveau-là, et par effet de miroir, c'est clair que le plus souvent, quand ça s'est produit, bien sûr, moi je suis dans une activité qui est quand même très technique, donc j'ai quasiment jamais ce genre de discussion avec les patients, en fait. Quand je faisais de l'hypnose thérapeutique, oui, les soins palliatifs, oui aussi, et certains patients que j'avais opérés de tumeurs cérébrales malignes que j'ai pu voir après pour différentes... On a pu avoir ce type de discussion, et je pense que c'est bien d'avoir cette transparence du cœur, mais quand je dis du cœur, on n'est pas là pour faire des sentiments, c'est juste une compréhension du monde, et ce qui est un effondreur d'anxiété métaphysique, c'est la peur de la mort, etc. C'est justement toutes ces preuves pour les gens qui sont cartésiens, et après cette expérience, parce que c'est bien que ce soit intellectuel, mais après il faut en faire l'expérience, ou plus ou moins, ou en avoir l'intuition. Vous voyez ? Alors pour ça, il y a des techniques. Chacun fait comme certains vont faire de la méditation, d'autres vont se tourner vers la religion, d'autres peut-être encore d'autres pratiques. Peu importe, puis ça peut être simplement un insight, hein, comme en méditation, le truc qui vous dit c'est ça. Même très bref. C'est tellement intense que même Donc, je pense que ces notions sont loin d'être triviales, loin d'être des notions de baba cool, new age, etc. Et sont beaucoup plus... on peut pas les... Moi, délibérément, ça a été pour moi
quand je dis un soulagement, c'est le mot qui me vient, mais je ne suis pas quand même non plus inquiet. Mais ça a été vraiment, ça a redimensionné beaucoup de choses dans ma vie, d'abord personnelle, et puis aussi dans cette vision, et je pense que les neurosciences et la thérapie profitent énormément de ça. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques apprentissages que vous avez tirés justement de votre expérience aux soins palliatifs, parce que vous en faisiez référence? Vous pouvez nous les partager ou c'est trop personnel? Alors oui, c'est assez personnel, mais c'est surtout, comment je pourrais vous dire, c'est surtout, oui, la rapidité pour certaines personnes de lâcher en fait cette peur justement viscérale de mourir, qu'on comprend, hein, je veux dire, c'est pour se dire maintenant j'y vais. Il y a quelque chose chez certains, et encore je ne suis pas un professionnel des soins palliatifs, j'y suis allé quelques fois pour certains patients, etc. Mais les gens qui les accompagnent comme ça régulièrement disent que de temps en temps, il y a des gens qui savent que l'âme doit partir et ils la laissent partir en quelque sorte. Ça, c'est des moments très intenses, très beaux. Un espèce de lâcher-prise en fait. Ouais, c'est ça. Maintenant, il est temps d'y aller, quoi. On peut penser, il me plaît de penser que de l'autre côté, il y a des forces qui les accompagnent dans tout cet accouchement, si on peut dire. Oui, c'est un nouvel accouchement, finalement. On passe dans un tunnel en arrivant dans la vie, et on repasse dans un tunnel en sortant. Et justement, on parle de spiritualité depuis tout à l'heure, et de dire que forcément, c'est souvent, si on reste dans le monde médical, c'est souvent un peu opposé à la science pure, dure. Ouais. Sauf que, vu qu'on est plusieurs corps, ce serait vraiment important de pouvoir allier toutes ces dimensions-là. Comment faire? Enfin, comment on pourrait envisager les choses aujourd'hui pour que ces deux mondes qui sont un peu opposés systématiquement puissent se réunir, en fait? Quelle est la parole comment faire un pont? J'ai pas de réponse comme ça. C'est complexe. En parlant, peut-être en le démocratisant. C'est complexe, et puis, alors, oui, et puis en le vivant aussi, pour chacun, c'est souvent le matérialisme, c'est la philosophie. Ça, c'est Antoine Sénanque, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui dit ça, qui écrit ça. Le matérialisme et la philosophie des gens en bonne santé. Parce que quand on se prend un cancer, une grosse dépression, il y a des gens qui ont fait des bouquins comme ça. Ou je pense à Philippe Croizon, le tétra-amputé. Voilà. Une fois, dans un congrès, j'étais à sa table, puis on voit c'est quelqu'un qui est assez médiatique, etc. Ils disent vraiment, là, on parlait de résilience. Là, on est complètement dans la résilience, c'est-à-dire comment d'une catastrophe absolue, on pourrait dire physiologique, sociale, médicale, les gens vont dire « heureusement que j'ai eu ça ». Il dit « c'est une chance, il y a quand même ». Le mec, il est... ouais, c'est fou. C'est une chance. J'étais un gros con, assis, je bouffais les chips toute la journée, je gueulais sur l'arbitre et je critiquais les joueurs en regardant le foot. C'était ma vie, ça. Il a fallu qu'il m'arrive ça pour arrêter d'être con. Et puis, voilà, le mec, il fait le Dakar, il traverse la Manche à la nage. Enfin bon, au-delà de ça, parce que c'est un cas, il y a des... Je pense à... plusieurs des auteurs qui ont dit justement le côté initiatique de la maladie. On peut aussi, c'est justement où la carapace tombe, ils sont obligés de se connecter à quelque chose parce que la science, la médecine ne répond pas, et ils vont, à frottement dur, se connecter à quelque chose de plus grand que eux. C'est ça la spiritualité, en fait, c'est se connecter à des plans de conscience transcendants, un principe transcendant, quel que soit le nom, parce que dès qu'on commence à mettre des noms, c'est polémique. Non, mais c'est vrai, on appelle-le la source, l'unité, Dieu, si vous voulez. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à... Alors donc, les circonstances, la vie avec un V majuscule... s'arrange pour nous mettre, dit-on, la tradition explique qu'elle s'arrange pour nous donner les bonnes expériences au bon moment, et on est
semble-t-il, toujours exactement, parfaitement, au bon endroit, au bon moment. Et ça, il faut un peu de temps pour l'assimiler, quoi. Peut-être plusieurs vies. Oui, peut-être, oui. Mais dans cette notion de réincarnation, je continue là-dessus, parce que ça, je pense que dans la notion de guérison, là, pour le coup, en tout cas de sauver son âme, le fait, c'est tout à fait ce que le système de pensée du continent indo-pakistanais, hein. C'est-à-dire avec la réincarnation, le karma, etc., c'est-à-dire avoir le moins de tours de piste dans l'incarnation ici. C'est quand même 1,5 milliard d'êtres humains qui pensent ça. Et du coup, l'idée, je vous disais, d'aller le point d'inflexion pour aller voir quelque chose dans les espaces spirituels, on est dans quelque chose qui est complètement dans l'économie, en fait, comment je pourrais vous dire ça, il s'agit d'avoir l'expérience terrestre la plus courte possible, enfin, pas en termes de longueur de vie, mais en termes de nombre de vies. Tout à fait. Parce que ça voudrait dire qu'on a eu les apprentissages directement, on était en mesure de réceptionner tous ces apprentissages. À 100% pédagogique et pas à 99,9%. Ouais, et c'est ça qui est intéressant. Donc se dire que finalement, toutes ces épreuves, les quelques malades de Michael Newton, par exemple, qui ont, s'est dit, on aurait pu abréger finalement cette expérience, cette pédagogie terrestre, qui est quand même extrêmement dure, pour justement transcender ça et puis continuer notre évolution dans d'autres plans. Je crois que c'est juste ça, l'intérêt de la spiritualité, il me semble. En tout cas, moi, c'est les réponses que ça m'a aidé à représenter, à formuler. C'est pas rien, quoi. Non, c'est pas rien du tout, en effet. Waouh, ça ouvre des champs. C'est surtout quand finalement la spiritualité nous remet un peu les pieds sur terre. Moi, j'ai aussi cette vision-là. Le fait de pouvoir toucher d'autres sphères, ça nous permet de nous recentrer. Oui, parce que justement, c'est cet effet de contraste, en fait, qui fait que, on revient dans notre matérialité, notre plan horizontal, l'espace, le temps, et dealer avec ce qu'on est amené à faire. C'est un peu comme si notre vie terrestre, c'était un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation. Et voilà. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'en prend pas soin de cette planète ? Pourquoi est-ce qu'on est dans la destruction ? Pourquoi ? Enfin, je suis désolée, je reviens sur des choses plus terre à terre, justement, mais il y a un truc il y a une logique là que je vois pas. Pourquoi est-ce qu'on aurait un chemin initiatique en venant ici, etc. Pourquoi on aurait justement cette vie dans les plans subtils ? Et pourquoi est-ce qu'on détruit la planète en parallèle ? Alors pour ce qui est de détruire la planète, difficile à dire aussi, il y a plusieurs grilles de lecture. Il y en a une qui dit, de manière assez précise, il y a un esprit juste et un esprit faux. L'esprit faux, c'est ce qu'on peut appeler l'ego. C'est pas au sens d'être égoïste, mais c'est celui qui nous mène en bateau, en fait. Une de ces formules, de ces punchlines, c'est cherche mais ne trouve pas. Et donc, Eckhart Tolle, par exemple, dans Le pouvoir du moment présent, explique bien le fonctionnement de l'ego. Sinon, c'est principalement un texte on va dire, de philosophie spirituelle qui s'appelle Le cours miracle. Je ne sais pas si ça vous parle, qui explique ça très bien. Et que justement, l'idée, c'est non pas de faire quelque chose, mais c'est de laisser défaire. Je m'explique. Et ça, c'est quelque chose qui a eu, pour moi, une importance en thérapie, encore maintenant. C'est un peu comme font les alchimistes, c'est-à-dire que on dit il faut aller dans la lumière avec un grand L, il faut de l'amour avec un grand A, mais en fait, l'amour, la lumière, il y en a partout. C'est notre problème, nous, êtres humains, c'est notre résistance à l'amour et à la lumière. C'est tout ce qu'on a pu mettre, et parfois pendant des années, voire des siècles avant, pour s'interposer entre les plans transcendants et ce qu'on est là maintenant. Et donc l'idée, c'est d'enlever, les alchimistes disent ça complètement, c'est d'enlever justement tout cet esprit faux
petit à petit, plutôt que d'aller accumuler des choses positives, se débarrasser du négatif. On pourrait dire que ça revient au même. Ouais, mais c'est quand même situé à 180 degrés. Et en thérapie, on serait plutôt comme ça, même je dirais en rééducation, plutôt que d'aller commencer par renforcer des groupes musculaires, on va aller enlever les tensions qui sont dans les groupes musculaires qui sont les plus faibles. Vous voyez le principe? Oui, tout à fait. Eh ben, c'est la même chose. Il y a un concept en alchimie qui est le concept du Christos. Le Christos, c'est quoi? À votre avis, est-ce qu'il y a une différence entre du diamant et du charbon? Bah oui. Ouais. A priori, en tout cas, ça n'a pas du tout le même aspect. C'est vrai. Mais par contre, ça a exactement la même formule chimique. C'est du carbone pur. Le diamant, c'est du carbone pur. Et le charbon aussi. Faire des bagues en charbon, ça sera moins cher. Oui, ça sera moins cher, hein, franchement. Et pourquoi, justement, l'aspect est complètement différent? Il y en a un qui est relativement friable et l'autre qui est dur. C'est parce qu'il y en a un qui est structuré, qui est aligné, et l'autre qui est chaotique. Et donc, il y en a un qui ne laisse pas passer la lumière. Le charbon, c'est noir, même, il l'absorbe complètement. Alors que l'autre, oui. Le Christos, c'est le cristal. Ça a donné le Christ, d'ailleurs, qui transmet la lumière divine. Vous voyez ? Tout s'explique. Et dans la symbolique de la croix, on a la verticalité de la transcendance et le plan horizontal de la matière. Et au centre, il y a justement le Christos qui est là pour faire en sorte que l'esprit et la matière se rencontrent, en fait. Et le but, idéalement, enfin, ce qu'on peut appeler, ça c'est symbolique, hein, encore une fois, mais je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Après, on en fait ce qu'on veut, mais nous, c'est de nous débarrasser justement de nos peurs. Alors, on revient à la psychologie, mais au-delà de ça, nos tensions physiques, on revient aussi à ça, mais à nos blocages mentaux, à nos casseroles. Comment est-ce qu'on a suffisamment aimé? Est-ce qu'on a suffisamment été, si on veut évoluer vers l'unité? Il faut qu'on considère les uns. Alors, c'est pas dans une grosse manif de bisounours. Vous voyez ce que c'est du point de vue de l'intention, c'est très intérieur comme de considérer l'autre comme son frère. Enfin, c'est un propos biblique, par exemple. Alors, ça se fait pas n'importe comment, et pour ça, il faut enlever des couches d'ego. Et ce que disent certaines traditions, y compris médicales ou anciennes, enfin, je pense à l'Ayurveda, par exemple, donc ce n'est pas faire, c'est défaire, et ce n'est même pas défaire, c'est laisser défaire par les principes supérieurs. D'où le principe de guérison. Donc l'idée serait de confier finalement, tout en continuant bien sûr à faire ce qu'on a à faire sur le plan terrestre. Si on est médecin, on continue à faire de la médecine. Si on est comptable, on continue à faire de la compta. Si on est acteur, on continue à faire l'acteur. Ça ne change rien à rien. Le principe étant justement de convoquer ces plans supérieurs de conscience pour nous aider à... c'est une collaboration, un travail d'équipe, mais il faut demander. C'est ce que disent les spiritualistes en tout cas. Et il faut demander pour que justement ils arrivent à défaire, à faire en sorte qu'on puisse devenir idéalement comme le Christos en fait. Vous voyez, qu'on n'oppose plus aucune résistance au passage de la lumière. J'espère que c'est pas trop ésotérique, mais... non, pas du tout, c'est très pratique, passionnant. En fait. C'est très pratique dans l'intention qu'on met. C'est exactement ça, parce qu'après, notre image. C'est vraiment le pouvoir de l'intention. L'idée, c'est ça, mais quelle intention? On va dans une direction, on a une voiture, mais on n'a pas de GPS. On va où? On va tourner, même si c'est une voiture puissante, endurante, etc. L'idée, c'est justement de considérer, justement, de ne pas en rajouter trop, comme peuvent le faire certaines dynamiques où on rajoute, même y compris en thérapie, hein, où les gens qui vont faire des dizaines de formations pour devenir de plus en plus, hop, ils empilent des couches et des couches de techniques. Alors parfois c'est des puits de science, mais ça manque peut-être souvent d'expérience. Et il vaudrait mieux plutôt enlever justement tous ces blocages. Mais justement, si on se nourrit, ça dépend à qui on se connecte en fait, la spiritualité. Si ce sont des concepts qui sont pas vraiment transcendants, on va pas grandir vraiment en fait. Et l'idée c'est d'enlever tous ces blocages pour pouvoir justement faire ce travail. Ce travail, c'est le travail de défaire l'ego. C'est vraiment comme les pots d'oignon. Et c'est
très... dans un ouvrage comme Le courant miracle, par exemple, il dit, je crois, 157 fois, c'est simple. C'est vrai que c'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas facile, tout à fait. Mais c'est pas facile. Comme on parlait de serait-ce que lutter contre le surpoids dans le monde, c'est simple. Il suffit de moins bouffer. Oui. Et le problème, c'est que Mieux personne n'y bouffer. arrive parce que ceci, parce que cela, parce que... Bref. Là, c'est un peu la même chose. Quand on comprend le truc, on se dit, ouais, ok, quand il faut le mettre en pratique, ben c'est là où le vrai travail se fait. Voilà un peu l'intention, et je crois que ce concept de défaire, et c'est en plus il faut être assez endurant et comment dirais-je, avoir vraiment de la patience, puisque c'est un peu le principe de l'oignon en fait, hein. On enlève des couches d'oignon, alors c'est vrai que voilà, mais quand on regarde de l'extérieur, ça ressemble toujours à un oignon, on se dit putain, ça avance pas. Alors qu'en fait, là, si vous regardez vraiment, en fait, l'oignon il est quand même plus petit. Puis arrive un moment où il y en a plus. Et pareil, la plupart des traditions spirituelles disent que justement, on a encore de l'ego à défaire. Et c'est pour ça qu'on vient sur cette incarnation. Si on n'avait plus d'ego à défaire, on serait certainement pas venu ici. Ouais. Et donc c'est notre choix à 100% responsable, on disait tout à l'heure, de choisir de venir ici pour un certain travail. Alors qu'on ne connaît pas. On s'en rappelle plus, en fait, pour la plupart d'entre nous. Hein, vous savez, connaissez l'histoire du fleuve Lété. C'est le symbolique, ça a donné la léthargie. C'est quand on descend, en fait, des plans supérieurs de conscience, on a donc notre to-do list, dont je vous parlais tout à l'heure, ce mandat d'incarnation, et on va oublier ça, parce que si on se rappelait de tout, et il y a une amnésie, en fait, y compris de nos vies antérieures. Alors, des fois, on peut avoir des flashs, mais rarement. Pourquoi ? Parce que sinon, on ne serait pas complètement dans l'expérience. Si vous allez voir un thriller au Cinoche et que vous connaissez la chute, la fin, bah, ça n'a pas de goût. Non, mais c'est vrai. Et c'est la même chose. Ouais, c'est vrai. Et c'est la même chose. Et du coup, on découvre. Alors, on a l'impression qu'on prend le 38 tonnes dans la figure. Ben, ouais, non, mais bon, t'étais un peu prévenu ou t'étais quand même allé chercher cette expérience et voir comment tu te débrouilles. De toute façon, là-haut, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est un truc terrestre, donc... ils sont là, eux, les guides, ils sont là, ils se disent, bon, voilà, de toute façon, toi, t'as l'impression que ça dure une éternité, que c'est l'enfer, etc., mais c'est quand même ce que t'as choisi, quoi. C'est ça, il faut accepter de ne pas tout comprendre, il faut accepter de se dire que de toute façon, tout a une raison, ou voilà, une raison d'apprentissage, en tout cas, et rester confiant. À 100% pédagogique, rester confiant, et on est confiant quand, justement, on a cette ressource, là-haut. Encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, mais je crois que c'est important d'essayer de... Et là où ça peut être vraiment difficile pour les gens qui n'ont pas cette ouverture, enfin difficile, après on propose, hein, les patients disposent bien évidemment. Alors ça peut être sous forme de lecture ou de choses comme ça. Moi, je me suis régalé plusieurs fois de donner, c'était des post-it, mais comme des ordonnances, plutôt que de prescrire des médicaments, je prescrivais des bouquins à lire. En même temps, vous êtes une véritable bibliothèque quand même, on en parle ou pas ? Parce que c'est juste incroyable. Moi, vous lisez un bouquin par jour. Mais vous lisez un bouquin par jour, c'est pas possible. Non. Mais vous lisez beaucoup. Non, ouais, pas mal, ouais. Bah, sur ces sujets-là en particulier, ouais. Ça a été par période. Ouais, mais au-delà de ça, c'est vraiment les accompagner. C'est ça aussi le thérapeute. C'est une forme, très humblement, hein, une forme de guide, enfin de conseil. On prend un coach. C'est un coach. Ouais, je suis un coach de santé. Et j'ai un peu réfléchi à ce qui pouvait se passer après quand on aura quitté notre corps physique. Et il se trouve que dans certaines littératures, il raconte des trucs vachement intéressants. Donc je vais vous en parler. Vous voulez pas. En fait, en général, avant de parler de tous ces thèmes-là, parce que ça fait un peu coming out spirituel, là, parce que ça me met dans une position... Mais voilà, non, c'est pas... En général, je leur donne un livre à lire. Et je leur dis, voilà, si vous voulez qu'on continue, il y a certains qui me demandent ce qu'on pourrait continuer à faire des séances ensemble de psychothérapie ou trucs comme ça. Je dis, moi, je ne suis pas psychothérapeute, mais on peut faire un certain travail ensemble, si vous voulez. Mais voilà, je vous propose. Donc, je leur donne un livre à lire. Et après, vous me rappelez. Vous me rappelez si ça vous parle, si ça a bougé les choses en vous. On pourra peut-être faire un travail. Et donc, il y en a qui rappellent ou pas. C'est comme ça. C'est un sas parfaitement... je respecte complètement le libre arbitre. Il n'y a pas de... Vous voyez, je suis pas en position haute.
Et c'est des démarches en plus parce que ça ne peut pas être le cas, et il n'y a aucune... que je fais pas payer, parce que on n'est pas du tout c'est pas des séances d'1 heure ou des choses comme ça. Ça se fait sous différentes formes, plus d'échanges, de dialogue, de réflexion en commun, et de... Bon, là, pour le coup, il n'y a pas de règle. Mais voilà un peu comment j'utilise... Enfin, je partage, c'est un partage, ces réflexions, et qui, donc, peuvent être basées sur les neurosciences, parce qu'il y a des gens qui sont des ingénieurs, des profs, etc. Ils aiment bien avoir des trucs cartésiens. Alors, je dis, voilà... Il y a cette version cartésienne, mais ça, c'est un bon... Je trouve que voilà, la notion de marchepied m'intéresse. Et on marche... Mais est-ce que tu veux aller sur la marche d'après? Oui, non. À chaque fois, le libre arbitre marche tout le temps. Hein. Il y en a qui font 2-3 marches, d'autres plus. Peut-être d'autres en ont fait ailleurs, autrement, et que j'ai peut-être servi d'amorce ou pas. Honnêtement, je ne sais pas. Après, c'est... Voilà un peu comment on peut se servir de ces notions. Donc, sur la performance, non. Sur la nourriture, enfin, le fait de se nourrir et de rester idéaliste, oui, certainement. Et de dire, voilà, que ce travail... et c'est pour ça que ça m'a autant passionné, parce que justement, ça me donne des ouvertures, donc à moi, mais en écho aux patients aussi, quelques solutions que je propose. Après, voilà, on prend pas. C'est après, bien sûr, le libre arbitre de chacun. Je trouve que c'est bien comme ça. Ça sort un peu des clous, mais il y a pas mal à qui ça résonne. Bien sûr, c'est ça. Et puis moi, je pense aussi que finalement, peut-être que vos patients, d'une certaine façon, il y a un destin, quelque chose qui fait que c'est vers vous qu'ils vont aussi, parce qu'il y a une connexion qui existe. Jamais des hasards. Hein. Voilà, donc en général, on rencontre les personnes qu'on doit rencontrer, donc c'est vrai. Sûr que... En tout cas, c'est une conviction que j'ai. J'ai pas de preuves, c'est vraiment empirique, mais c'est ma conviction profonde. Ouais. Ah non, les preuves, c'est le signe du matérialisme, et j'ai mis du temps à me débarrasser d'avoir besoin de preuves. Avec votre formation... ouais, c'est ça, on est... Mais bon, c'est intéressant de voir comment on peut transmettre ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des ponts avec l'astrologie ou pas ? Oui, sûrement. Oui, sûrement. Pour les gens qui maîtrisent bien l'astrologie, hein, par la symbolique, en fait, il y a l'astrologie, on peut comparer ça à une horloge, en fait. C'est l'horloge astrale, c'est-à-dire que si vous regardez qu'il est 14 heures, c'est pas parce que les aiguilles sont dans cette position qu'il est 14 heures. En fait. C'est que le reflet de 14 heures. Voilà, mais l'astrologie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire quand vous avez certaines configurations dans certaines planètes, dans des signes ou des choses comme ça, c'est juste le témoin macroscopique, en fait, finalement, d'une horloge interne. Les seules influences planétaires, comme dit Michel Rolin, c'est le soleil pour avoir des coups de soleil, ou alors la lune qui provoque les marées. C'est la seule chose. Et tout le reste, il y a jamais, ça n'existe pas, les influences planétaires. C'est juste le témoin, ça s'appelle du symbolisme. Le symbole, c'est une image qui, donc c'est une certaine dynamique, en fait, c'est la lecture de grilles énergétiques, voilà, que la tradition, alors il y a l'astrologie occidentale, après il y a d'autres types d'astrologie et d'autres manières de lire les énergies subtiles. Donc je ne suis pas spécialiste, mais je pense que oui, ça fonctionne comme ça. Merci beaucoup Philippe, franchement moi j'aurais encore 1 millier de questions, mais on va s'arrêter là je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter à cet échange ? Non, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Là comme ça, il n'y a rien qui me vient. Non, je crois que c'est intéressant de s'ouvrir à ces dimensions. Voilà, il y aurait tellement de points d'entrée différents. Je crois que c'est bien sûr, chaque cas est un cas particulier. Ce que vous disiez tout à l'heure, oui, il nous arrive jamais rien par hasard, et quand c'est le bon moment, ça va déclencher. Donc, s'il y a quelque chose qui se présente dans cet ordre-là, résistez pas, essayez d'aller voir, ne serait-ce que regarder, même si vous avez un esprit très cartésien, n'hésitez pas à lire aussi des choses dessus si ça vous choque le fait que le cerveau puisse fonctionner alors que le jet est plat, par exemple.
il peut y avoir des choses intéressantes qui se situent derrière. Et moi, pour être très cartésien, vous voyez, je fais de la chirurgie, c'est de la mécanique du corps, donc, et j'ai cet esprit-là. Mais cette ouverture, c'est un vrai plus, en fait. On n'échange pas l'un pour l'autre. C'est tellement deux choses différentes que c'est hyper complémentaire. Et puis, à titre personnel, ça ouvre pas mal de questions et répond à pas mal de questions existentielles. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant d'aller... faut pas se fermer d'emblée, parce que ça répond pas à tous les critères qu'on nous a enseignés à l'école, quoi. Parfait. C'est une belle parole de fin. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.